Ils m'ont dit que je ne viendrais pas pour Noël cette année. Ce n'était pas une question, mais une sentence. Pendant 71 ans, c'est moi qui me souvenais de chaque anniversaire, qui apparaissait pour chaque fête, déversant silencieusement ma vie, pour maintenir notre famille unie. Mais dans ce café tranquille, sous le regard de mon fils, j'ai été écartée, jugée de trop pour leur Noël parfait. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que mon silence n'était pas de l'acceptation. C'était le calme avant que je ne tire toutes les ficelles cachées. Avant de nous y replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. Ils m'ont dit que je ne viendrais pas pour Noël cette année. Ce n'était pas une question, mais une sentence. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 71 ans. Je vis seule à Val-des-Bois, une ville où la neige ensevelit les secrets. Si vous écoutez dans une cuisine silencieuse, avec juste une horloge qui tique, une théière refroidie, peut-être comprenez-vous. Avant, j'étais maman, mamie, celle qui se souvenait de chaque anniversaire, qui apparaissait pour chaque fête. Cette année, pour la première fois, aucune invitation. Non pas à cause de quelque chose que j'aurais mal fait. Peut-être étais-je juste là depuis trop longtemps, passant inaperçue. Je ne me plains pas. Je raconte cela parce que quelqu'un, quelque part, attend peut-être aussi un appel qui n'est jamais venu, voyant une chaise vide, un cadeau non ouvert. Une mère qui pensait « si je suis assez bien, cet hiver-là », cela a commencé un dimanche froid à la cuillère dorée. Mon café habituel. Les mots m'ont frappé comme un vent glacial. On en a discuté. Tu ne viendras pas pour Noël cette année. Clarisse, ma belle-fille, l'a dit simplement. Sa voix, habituellement douce, était empreinte d'une finalité glaçante. J'ai simplement hoché la tête, comme si sa déclaration ne valait pas la peine de poser ma tasse de café. La cuillère dorée bourdonnait d'une ambiance festive. Les lumières brillaient. Des couronnes décoraient les murs. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant l'arbre de Noël de la ville, ses rubans fanés comme de lointains souvenirs. Zoé, la jeune serveuse, connaissait ma commande. Cappuccino, muffin aux myrtilles. « Toujours le muffin aux myrtilles, madame ?» a-t-elle demandé. Son sourire étant la seule chaleur véritable ce matin-là. Je l'ai remercié, me sentant déjà comme un fantôme. David, mon fils, est arrivé le premier, toujours ponctuel. Clarisse a suivi, se déplaçant lentement. Il s'est assis, son écharpe encore nouée. Clarisse a tiré sa chaise, le dos droit, les mains posées sur le menu qu'elle ne lisait jamais. Il n'y a eu aucune salutation décontractée, aucune nouvelle. Juste l'arrivée, la commande, puis l'annonce froide. Clarisse n'a pas attendu nos boissons. On en a discuté. Tu ne viendras pas pour Noël cette année. J'ai hoché la tête à nouveau, un écho creux de ces mots. David fixait la table. Clarisse a insisté. Léa est à l'âge où elle a besoin de plus d'intimité. Nous avons pensé essayer quelque chose de plus simple. Juste nous et les enfants. Léo est encore petit, donc il ne remarquera rien. Mais Léa... J'ai donné un dernier signe de tête, désespéré de mettre fin à la phrase. Mon muffin est resté intact. Mon cappuccino a refroidi. Je suppose que je paierai pour moi. J'ai sorti mon portefeuille, posant la monnaie exacte sur l'assiette, un geste délibéré. Zoé est revenue avec des biscuits au pain d'épices faits maison. « Pour que vous les rapportiez chez vous », a-t-elle proposé. Je l'ai regardé, puis j'ai secoué la tête. « Je n'en ai pas besoin. Merci. » Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a tendu la main. Aucun regard gêné ne m'a suivi en partant. Je suis sortie du café comme si je quittais une pièce, sans plus de réplique. Mais mon chapitre n'était pas terminé. Il venait juste de commencer.
L'air extérieur piquait ma peau. Des plaques de glace grise et terne scintillaient sur le trottoir comme des plaies à vif. Je marchais lentement, sans but. Les gens passaient en hâte, se dirigeant vers un endroit chaud. La poste, la boulangerie, leur maison. Pas moi. J'ai dérivé vers la colline où ma voiture était garée. Je n'avais pas parcouru ce tronçon en décembre depuis 12 ans. Pas depuis que j'avais récupéré Léa à la maternelle. Clarisse m'avait appelée, celle qui perpétuait la tradition à l'époque. Elle m'avait même offert du chocolat chaud. Aujourd'hui, je suis venue tôt, mais personne n'avait besoin de moi. Ils avaient pris une décision. J'étais simplement là pour la recevoir. Au coin de la rue, l'ancienne librairie, où j'avais autrefois acheté à David une carte murale du ciel, était maintenant affichée 60%. Déménagement prochain. Tout s'éloignait. Même les endroits que j'appelais miens. Je fixais la boutique, cherchant une raison de ne pas continuer à marcher. Quelque chose en moi s'était brisé. Le fil qui me reliait à l'image de la mère toujours présente, de la grand-mère attentionnée. Il s'était rompu, et personne ne s'était retourné. La réalisation que ma présence ne s'intégrait plus dans les plans de personne n'était pas une douleur aiguë, juste un vide profond, comme entrer dans une pièce familière pour y constater son absence. Mes mains tremblaient en sortant mes clés, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la froideur de Clarisse. Pas d'insultes, pas de cris, juste une exclusion silencieuse. Assez pour changer entièrement la saison. Le silence de David en disait long. Il pensait préserver la paix, ou que j'étais trop forte pour être blessée. Personne ne se souciait de mes sentiments. J'avais toujours été celle qui était facile à vivre. Cédant ma place, grattant l'excès de glaçage, rôtissant la dinde sans oignon pour Clarisse, jusqu'à ce qu'il décide que je n'avais plus besoin d'être considérée du tout. Un carillon à vent a teinté quand quelqu'un a ouvert la porte du café, laissant échapper des odeurs de cannelle. Je ne me suis pas retournée. Je ne suis pas rentrée. Debout près de ma voiture, une phrase, claire comme un murmure, s'est installée dans mon esprit. Personne ne se souvient que c'est moi qui ai construit la première maison où ils ont vécu. Je suis retournée dans mon appartement silencieux, où les planchers grinçaient. La boîte à cadeaux dans le grenier attendait toujours. Un témoignage silencieux d'un rituel. Pas d'invitation formelle pour Noël. Jamais. Mais chaque année, je préparais les cadeaux un mois à l'avance. Du papier à motifs de neige, des rubans argentés ou rouges, des écharpes pour Léa, des blocs de construction pour Léo, des gadgets de cuisine, une carte cadeau de quincaillerie pour David, glissée dans une écharpe en laine qu'il ouvrait rarement. Aucun merci n'était jamais prononcé, mais je n'attendais jamais. Je pensais que de me souvenir d'eux était suffisant. Je croyais simplement que je devais être là. Chaque décembre, l'échelle du grenier, la boîte de Noël, même si je savais que rien à l'intérieur ne serait utilisé. Préparé, comme si ne pas le faire garantirait que je serais oubliée. Du vieux journal, des ornements fissurés. L'odeur de pain séché évoquait des hivers plus anciens. Quand le père de David m'appelait « la gardienne des fêtes », l'année où David a perdu son emploi dans le bâtiment, j'ai discrètement transféré $5 000 sur son compte. Pas de message, pas de remerciement. Mais Léa a eu de nouvelles chaussures et David a arrêté ses livraisons de pizza nocturne. Quand Léo est né, Clarisse a appelé au bout de 3 jours. « Pourrais-tu nous faire à manger ?» Du gruau aux pommes écrasées, laissé dans le réfrigérateur, sans jamais entrer. Ils avaient besoin d'espace. J'avais hoché la tête si longtemps que je ne me souvenais plus que quelqu'un m'ait demandé ce que je voulais. J'étais programmée pour rester en marge, à ne prendre aucune place. Cet après-midi-là, je suis allée à la Page Enchantée, la librairie. Pas pour un cadeau,
Même si la note d'enfance de Léa sur les bonbons à la menthe poivrée vivait toujours dans mon portefeuille. Le magasin était calme, sentant le pain et le papier neuf. Evelyne, la propriétaire, esquissa un sourire plissé. Toujours à la recherche de cadeaux pour les petits-enfants, Mademoiselle Dubois? J'ai commencé à hocher la tête, puis j'ai arrêté. Non, pas aujourd'hui. Je n'avais rien choisi. Je me suis tenue parmi les rangées soignées de livres pour enfants. La nuit avant Noël, toujours sur une étagère. David bâillait autrefois devant les rennes volants. Il aimait les choses réelles. Moi, cependant, je voulais conserver la dernière magie de l'hiver. Evelyne m'a tendu du thé. Nous cherchons un conteur les samedis matins. Les enfants viennent en pyjama, s'assoient sous l'arbre. C'est une joie. J'ai souri faiblement. Vous pensez que je pourrais être conteuse? Vous êtes la plus naturelle, a-t-elle dit. La façon dont vous parlez, lentement et doucement, donne envie aux gens d'écouter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste touché la couverture d'un livre bleu profond. Lire des histoires aux enfants. Je l'avais fait chaque soir pendant des années en tant que mère. Mais jamais en dehors de la famille. Assise sur le banc rembourré, la neige tombant silencieusement dehors, les pages tournant, un léger tintement. J'ai réalisé, il y avait un monde où je n'avais pas besoin de gagner ma place avec des cadeaux, du silence ou des sacrifices. Je n'avais juste jamais osé y entrer. Je suis sortie de la boutique les mains vides. La carte du programme de compte d'Evelyne a glissé dans ma poche. Pas de promesse, pas de refus. En rentrant chez moi, le vent a mordu plus froidement. Mon appartement était sombre. La boîte de cadeaux de l'année dernière était restée intacte. J'ai ouvert mon carnet. La page était blanche. Pas de rendez-vous, pas de liste de courses. Mes mains, ridées de douces lignes, étaient fermes. J'ai écrit une ligne délibérée et claire. Cette année, j'essaierai de n'apporter rien et je verrai qui m'invite encore. Je suis restée assise longtemps. Il était temps de faire le point et enfin de demander que me restait-il? Avez-vous déjà regardé autour de vous et réalisé que l'espace que vous occupiez était vide? Non pas parce que les gens étaient partis, mais parce qu'ils ne vous y avaient jamais vraiment vu. J'étais comptable, me souvenant de chaque dollar. Mais je n'avais jamais utilisé cette compétence pour compter ce que j'avais donné. Pas avant cette semaine. J'ai imprimé les relevés bancaires, les étalant sur la vieille table de salle à manger, qui servait maintenant de bureau. Le bois d'érable, rayé par endroits depuis que j'avais laissé tomber une assiette l'année dernière, captait la lumière. Un stylo rouge gisait à côté de ma tablette, une tasse de café du matin à côté. Je ne faisais pas cela pour blâmer qui que ce soit. J'avais juste besoin de savoir combien de ma vie j'avais versé dans les autres, sans jamais être citée en premier. La première ligne. 200 $ par mois pour Internet, pendant 4 années consécutives, depuis que Clarisse avait dit « On s'en occupe, l'autre maman. Garde juste le compte à ton nom pour que ça ne soit pas coupé. » Je ne me souvenais plus si j'avais hoché la tête ou si j'étais restée silencieuse. Quoi qu'il en soit, le total s'élevait à 9 600 $. Ensuite, les réparations de la maison. L'année où le sous-sol de David a été inondé, j'ai avancé les frais d'assurance. 14 500 $. Puis l'acompte pour aider à l'achat de la voiture de Clarisse. 6 200, les cours d'été pour Léa. 1 800, la facture d'hôpital d'urgence quand Léo a eu une forte fièvre, il y a 2 hivers. 3 200. Et cela ne comptait même pas les repas, les jouets, les factures d'électricité que j'avais payées discrètement. J'ai tout mis dans une feuille de calcul simple. Des lignes pour chaque article, des colonnes pour chaque année. Le chiffre final ? 276 800 $. J'ai fixé ce chiffre longtemps. Non pas à cause de son montant, mais parce que je n'avais jamais réalisé à quel point je pouvais donner et toujours survivre.
Pas confortablement, juste survivre, sans sentir qu'il me restait quoi que ce soit. Mon téléphone restait silencieux sur la table. J'ai appuyé sur le bouton et laissé un message vocal au cabinet d'avocats que j'utilisais depuis des années. J'ai besoin d'arrêter tous les virements récurrents et j'aimerais programmer un examen de mes autorisations. Ma main ne tremblait pas. C'était juste calme. Cet après-midi-là, je me suis arrêtée au comptoir retrouvé. Un petit restaurant qui faisait encore du pain grillé, bien croustillant des deux côtés. Comme à l'époque où je travaillais avec les comptables retraités. Les tables étaient rondes, cerclées d'acier. La serveuse se souvenait que je préférais le thé à la menthe poivrée au café. Sylvain était déjà là. Plus de cheveux argentés que la dernière fois, mais le dos toujours droit. Nous avions travaillé ensemble sur quelques collectes de fonds après la retraite. J'ai entendu dire que vous envisagiez de revoir votre testament, a-t-il dit en me voyant m'asseoir. J'ai hoché la tête. Je pense qu'il est temps de redéfinir ce que ma part signifie vraiment. Sylvain n'a pas insisté. Il a juste sorti son carnet et m'a tendu une page. J'écris généralement cela pour les retraités. Mais je pense que cela vous convient au mieux. Ils ne vous ont pas invité parce que vous n'étiez pas digne. Ils ne vous ont pas invité parce qu'ils supposaient que vous viendriez toujours de toute façon. J'ai laissé échapper un petit rire. Peut-être que je suis venue trop souvent. Nous sommes restés un moment, sans dire grand-chose. Parfois, les personnes âgées savaient comment prendre soin sans s'immiscer. Sylvain a commandé un deuxième thé glacé au citron. Je n'ai rien pris d'autre. Je pensais que si je n'aidais pas, ils auraient du mal. Ai-je dit, alors que les lumières douces du restaurant commençaient à s'estomper en fin d'après-midi. Sylvain n'a pas répondu. Il a juste hoché lentement la tête. Je suis partie avant qu'il ne fasse complètement nuit. La neige n'avait pas repris. J'ai marché un court instant le long de la grande rue. Des guirlandes de Noël avaient déjà été enroulées autour des lampadaires. À la banque d'à côté, une femme âgée était assise au comptoir, comptant des pièces d'une petite bourse en tissu. Ses gants étaient effilochés. La tasse en plastique à côté d'elle avait un bord ébréché. Elle ne regardait personne, se concentrant juste sur sa tâche. Je suis restée là à l'observer un instant, non par pitié, mais parce que je la comprenais. Peut-être qu'elle aussi avait été celle qui préparait toujours, sacrifiait toujours, disait toujours oui. Et puis un jour, personne n'en a plus eu besoin. Personne ne l'a repoussée. Ils ne lui ont juste pas réservé de place. De retour chez moi, j'ai ouvert mon classeur. 3 dossiers d'épargne. J'en ai ajouté un 4e pour moi. Pour toute situation. J'y ai transféré 12 000 $. Personne ne le savait. Personne n'avait besoin de le savoir. Juste moi. Et pour la première fois, je n'ai attendu la permission de personne. La nuit est tombée lentement. Le vent fredonnait légèrement contre les fenêtres. Mais la vieille lampe de bureau gardait la pièce au chaud. Je l'ai allumée. Une douce lueur jaune caressa les rides de mes mains et la facture avec mon nom imprimé en haut. Pour la première fois depuis des années, j'ai rayé mon propre nom du grand livre familial. J'ai fermé le dossier et regardé par la fenêtre couverte de brouillard. Et pour la première fois depuis des années, je ne voulais plus rester dans un endroit où les gens ne me gardaient que par habitude. Je n'ai pas laissé de mots d'adieu, pas de mots de départ. J'ai juste repris les clés du chalet, celui qui était le mien, et je suis partie alors que la neige commençait à recouvrir le bord de la route. Vous êtes-vous déjà éloigné discrètement d'une vie que vous aviez bâtie pour réaliser que le silence était le son le plus fort et le plus honnête que vous ayez entendu depuis des années? Le chalet se dressait au bord du lac des Grands Pins, où la forêt de pins était plus dense que le souvenir. Ce n'était qu'à 20 minutes de route de la ville, mais je conduisais lentement, comme si ma voiture, elle aussi, ne voulait pas perturber le calme qui l'attendait. Quand j'ai poussé la porte,
L'odeur du vieux bois et du feu de l'année dernière s'élevait autour de moi. Rien n'avait changé parce que personne n'était venu depuis l'hiver dernier. Je me suis demandé si Clarisse se souvenait que c'est ici que nous avions célébré le premier Noël de Léa. Probablement pas. Elle préfère les maisons avec un bon Wi-Fi maintenant et des allées plus grandes. J'ai allumé la cheminée lentement, avec de vieux journaux et le bois sec empilé dans la caisse. Le feu a pris avec un léger crépitement, comme une lente respiration. Le plancher en bois a craqué sous mes talons d'une manière qui ressemblait à une salutation. J'ai posé mon sac à dos sur le canapé usé, puis je suis allée dans la chambre et j'ai tiré les rideaux. La lumière est entrée, faible et douce. Personne ne savait que j'étais ici. Non par colère, mais parce que pour la première fois, je voulais choisir un endroit pour moi-même, sans explication, sans demander la permission. Cet après-midi-là, j'ai emprunté le sentier de terre en direction du marché de producteurs de fin de saison. Les étals étaient plus petits maintenant. Des chauffages bourdonnaient faiblement sous les comptoirs. J'ai acheté un sac de pommes dorées et me suis arrêtée au stand de pâtisserie. La femme à côté de moi a levé les yeux et je l'ai reconnue. Colette Mercier. Nous avions été au lycée ensemble autrefois. Nous échangions des lettres quand elle était partie dans le Nord. J'avais entendu dire un jour que son fils avait essayé de vendre sa maison sans demander. Elle l'avait emmené au tribunal et avait gardé son chalet. Colette m'a reconnue tout de suite. « Éléonore Dubois !» a-t-elle appelé. J'ai hoché la tête. Elle a brandi un sac de chaussons aux pommes. Ça a toujours le même goût. Et honnêtement, on n'a besoin de rien de nouveau à notre âge, n'est-ce pas? Nous en avons acheté une portion chacune et sommes retournés au chalet. J'ai préparé du chocolat chaud. Elle s'est assise sur les marches en bois, les mains posées sur ses genoux comme quelqu'un qui avait l'habitude de jardiner tous les jours. J'ai versé le chocolat dans 2 tasses en céramique marron. Mes mains tremblaient un peu à cause de la vapeur. Colette a pris la sienne sans un mot. Nous nous sommes assises de chaque côté des marches, le dos contre le pas de la porte, face à la forêt saupoudrée de neige. Personne n'a mentionné les enfants. Pas de discussion sur les lettres non lues ou les appels qui n'étaient jamais venus. Personne n'a demandé pourquoi l'autre s'était retrouvé dans un chalet d'hiver, aussi isolé. Peut-être qu'à un certain âge, être là suffit à comprendre. Les explications ne font qu'aiguiser la douleur. Colette regardait le lac, maintenant recouvert d'une fine couche de glace. La lumière du soir le zébrait comme une lame d'orange silencieuse. « J'ai gardé le chalet », a-t-elle dit, mais je n'ai pas pu garder le silence. Je me suis tournée vers elle. Elle ne me regardait pas, parlait juste au vent. Je veux dire, on peut vivre seul, mais l'absence de pas, on l'entend toujours. Je savais ce qu'elle voulait dire. Il y a des nuits où le chauffage se met en marche, un son inoffensif, mais il résonne comme quelqu'un qui murmurerait mon nom dans un rêve. Non pas parce qu'il fait froid, mais parce que ce n'est la voix de personne du tout. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. La forêt bruissait doucement, comme des vagues lointaines venues d'une mer lointaine. J'ai raconté à Colette l'histoire du chalet que mon mari avait construit de ses mains. Chaque pierre des fondations son choix. Nous avons campé ici le premier été après notre mariage. David a appris à grimper aux arbres, dans le petit bois derrière cet endroit. Une fois, il est tombé et s'est cassé le bras. J'ai crié aux urgences pendant qu'il le lui bandait. Je pensais que je ne pardonnerais jamais au chalet de l'avoir laissé se blesser. Mais je suis revenue chaque année, chaque hiver. Colette a ri. Les enfants ne prennent jamais soin des choses qu'ils n'ont pas payées. J'ai souri alors. On les garde non pas pour leur en vouloir, mais pour s'accrocher à ce qui reste de nous-mêmes. Je n'étais pas sûre qu'elle comprenne ce que je voulais dire, mais je n'en avais pas besoin. Cette phrase était pour moi un vœu silencieux de quelqu'un qui a un jour oublié sa propre valeur. Le soleil a plongé plus bas. Colette s'est levée.
a fait un signe de la main. Pas de promesse de se revoir. Mais ce n'était pas nécessaire. Les gens qui atteignent cet âge-là, ils savent revenir quand ça compte. J'ai ramassé les tasses, plié la couverture, sécurisé les fenêtres. Le vent dehors s'est levé, mais le feu à l'intérieur brillait toujours. J'ai accroché mon manteau au crochet en bois près de la porte. Un instant plus tard, on a frappé. J'ai ouvert. C'était Monsieur Renaud, mon voisin d'en face. Il tenait une boîte de biscuits à l'avoine emballée dans du papier ciré. Il n'a rien dit, juste hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour et les ai pris. « Bienvenue dans la saison froide », a-t-il dit, en se retournant pour partir. Je ne l'ai pas rappelé, mais pour la première fois, je n'ai pas senti que mon cœur se glaçait avec l'air. J'ai fermé la porte du chalet de l'intérieur. Le feu ronronnait. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas que le téléphone sonne. Quand vous cessez enfin d'attendre l'appel de quelqu'un d'autre, trouvez-vous que le monde devient plus silencieux? Ou est-ce qu'une nouvelle paix commence à emplir le silence? Je n'avais jamais donné l'adresse du chalet. Mais un matin de neige, un VUS familier s'est arrêté devant le portail. C'était le même modèle gris argenté, à toit haut, que Clarisse avait un jour trouvé parfait pour les enfants et les chiens. La plaque d'immatriculation était celle de David, de sa promotion de 2018. Je suis restée près de la fenêtre, ma tasse de thé chaude à la main, observant. Je ne me suis pas rapprochée, ne me suis pas reculée. Je suis juste restée debout. Après quelques minutes hésitantes, ils ont émergé. Clarisse d'abord, dans un manteau blanc, tenant une boîte cadeau emballée en rouge. David a suivi, le visage indéchiffrable sous un bonnet en tricot. Léa, dans un sweat à capuche rouge, portait quelque chose de rond, des aiguilles de pin et des guirlandes. J'ai ouvert la porte juste assez pour les inviter à entrer, mais je ne suis pas sortie. « Entrez, il y a du café. » Pas de câlin, pas de « pourquoi es-tu là ?» ni de « on s'est inquiété ». Je ne l'attendais pas, et ils n'ont pas fait semblant. Clarisse a posé la boîte de biscuits sur la table en bois. David a regardé autour de lui, comme s'il entrait dans un lieu qui avait été le sien, mais qui portait désormais une serrure différente. Léa se tenait tranquillement près du petit sapin que j'avais décoré de nœuds en papier et de pommes de pin séchées. J'ai versé du thé. Ne demandant rien, Clarisse a parlé la première, hésitante. « Maman, je sais que c'était soudain. Je veux dire, ton départ. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé la tasse de thé devant elle. Je pensais que tu avais juste besoin d'espace. Mais Léa te manquait vraiment. Je me suis tournée vers Léa. Elle n'a rien dit, mais a posé sa couronne faite main sur la table. Du fil torsadé, du tissu, 2 flocons de neige en papier légèrement inégaux. Je l'ai touché doucement, puis j'ai hoché la tête. David s'est assis sur une chaise en bois près de la cheminée. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu s'asseoir plus bas que moi. Il m'a regardé, puis a dit doucement « Ton départ m'a fait me sentir perdue. » J'ai refermé mes doigts autour de ma tasse de thé. Le seul son était le doux crépitement du bois. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré. Personne n'a rien dit quand j'étais là, ai-je affirmé. Maintenant, je suis silencieuse, et c'est ça le problème. Personne n'a discuté, personne n'a défendu. Clarisse s'est agitée. J'ai apporté du pain d'épices. Léa a choisi le goût que tu aimes. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas ouvert la boîte. Je n'ai pas dit merci. J'avais vécu assez longtemps pour savoir que tout ce qui est apporté à votre porte n'est pas de l'amour. Les douces guirlandes lumineuses autour de la bibliothèque réchauffèrent la pièce, mais rien ne pouvait réchauffer l'espace entre nous. J'ai pris la couronne de Léa et l'ai accrochée à la porte de la chambre, sur le même clou que j'avais gardé des Noëls passés. Elle m'a regardée, serrant les lèvres, comme Clarisse quand elle essayait de ne pas pleurer. Je me suis rassis. David a jeté un coup d'œil par la fenêtre. « Maman, tu reviens ?»
J'ai secoué la tête. « Je comprends », a-t-il murmuré. « C'est juste, tout est si vide. » Je l'ai regardé. Ce garçon qui craignait autrefois le noir, qui s'accrochait à moi les soirs de Noël. Maintenant, il avait une maison, une femme, 2 enfants, et il ne savait toujours pas de combien d'espace une mère a vraiment besoin. Je ne le blâmais pas, ne pardonnais pas non plus. J'ai juste dit doucement, comme le vent parlant pour moi. Je ne suis pas en colère. Je ne vis juste plus sous les instructions. Clarisse a marqué une pause, quelque chose coincé dans sa gorge. Léa est restée immobile, les mains serrées. Personne n'a rien dit d'autre. Le silence, par cette épaisse journée d'hiver, était une réponse bien suffisante. Quand ils se sont levés, je ne les ai pas accompagnés à la porte. Je suis restée, la main posée sur le bord de la table. J'ai entendu le crissement de la neige, la portière de la voiture s'ouvrir, puis se refermer. Avant que le VUS ne reparte, j'ai regardé dehors. J'ai vu Léa tourner la tête. Elle a souri. Un sourire exactement comme le mien quand j'avais 11 ans. Je ne savais pas si ce sourire m'était destiné, mais de toute façon, cette visite a fermé une porte et ouvert un chemin que j'ai choisi pour moi-même. Avez-vous déjà trouvé que les plus grandes vérités sur votre place ne se disent pas, mais se comprennent simplement dans les moments silencieux des adieux? On m'appelait autrefois maman, épouse, mamie. Ce matin-là, j'ai traversé le chemin de pierre, un panier de biscuits à la cannelle dans un bras, un livre usé au coin corné dans l'autre. La neige tombait légèrement, les flocons se posant sur mes chaussures, s'accumulant à l'ourlet de mon manteau gris foncé. L'écharpe tricotée main autour de mon cou portait encore le parfum de shampoing pour bébé. Léa me l'avait donné il y a 2 ans. La page enchantée se trouvait au coin de la rue. Un endroit où tout semblait ralentir à mesure que l'année touchait à sa fin. Le carillon de la porte a tinté doucement en entrant. Evelyne a levé les yeux de son comptoir. « Éléonore Dubois !» a-t-elle appelé, en me faisant signe comme si j'étais quelqu'un qu'elle attendait. Personne ici ne savait combien de dîners j'avais passé en silence, assise à des tables sans nom. Ici, j'étais simplement la femme qui apportait des biscuits et quelques histoires. Le coin lecture était près de la fenêtre, une douce lumière hivernale se déversant à travers la vitre embuée. Des enfants étaient assis en cercle sur le tapis, portant des bandeaux laissant les oreilles nues. De petites mains agrippant des tasses de chocolat chaud fumantes. Je me suis penchée. J'ai délicatement posé le panier de biscuits sur la table d'appoint en bois et j'ai ouvert le livre. L'histoire que j'ai racontée ce jour-là n'avait pas de princesse, pas de dragon. Elle parlait d'une vieille femme vivant seule dans un chalet en bois, au fond de la forêt. Elle avait eu une grande famille, mais avec le temps, un par un, ils ont oublié comment frapper à sa porte. Les enfants écoutaient, avec des yeux grands et silencieux. Ils n'ont pas interrompu. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Ils n'avaient pas besoin de connaître le vrai nom de la femme. Ils avaient juste besoin de savoir qu'elle était toujours là, allumant son feu, racontant des histoires aux écureuils, au vent et au pain. J'ai parlé d'une voix égale, sans théâtre, sans exagération, comme si je lisais pour moi-même. Quand l'histoire s'est terminée, j'ai distribué les biscuits. Personne n'a demandé « Avec qui vivez-vous » ou « Quel âge ont vos petits-enfants » Ils ont juste demandé « Vous en raconterez une autre ?» Et j'ai hoché la tête, comme si j'avais encore quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Je suis restée un moment après le départ des enfants. Evelyne est venue, posant délicatement une carte de visite sur la table. Nous cherchons quelqu'un pour raconter des histoires plus régulièrement, a-t-elle dit. Je sais que vous n'êtes pas du genre à aimer les titres, mais si vous voulez, j'imprimerai un petit panneau. Conteuse en résidence, Éléonore Dubois. J'ai ri un peu.
Non pas à cause du titre, mais parce que pour la première fois, je voyais mon nom écrit sans aucun rôle associé. Cet après-midi-là, j'ai erré dans le quartier. La brise était froide, juste assez pour me rappeler que l'hiver ici ne chouchoute pas, mais assez douce pour que je ne me sente pas pressée. Je me suis arrêtée devant la vieille boutique de fleurs. Je n'ai rien acheté, j'ai juste respiré l'odeur. À l'époque où j'étais l'épouse de quelqu'un, j'étais trop occupée pour remarquer la différence entre l'odeur des tulipes et des lys. Maintenant, je sais. De la même manière que j'apprends à faire la différence entre être aimé et simplement être nécessaire. Quand je suis revenue au chalet, j'ai posé le panier vide sur la table en bois. J'ai enlevé mon manteau et j'ai rallumé le feu. La couronne que Léa avait faite était toujours sur la table. Sèche maintenant, mais pas cassée. Je l'ai accrochée à la fenêtre. Non pour que quelqu'un la voie, mais pour moi, pour me rappeler que je m'accrochais encore à quelque chose. Ce soir-là, j'ai ouvert mon vieux carnet, celui qui m'avait suivi depuis que j'avais déménagé ici. Pas de dépenses listées, pas d'instructions laissées, juste quelques courtes lignes, comme des empreintes après une chute de neige. J'en ai écrit une de plus aujourd'hui. Une petite fille a dit que je racontais des histoires comme par magie. Puis j'ai marqué une pause. Non pas parce que les mots étaient beaux, mais parce que je croyais autrefois qu'il ne me restait rien en moi qui puisse être appelé magie. Maintenant, je sais qu'une certaine magie ne vient pas de choses grandioses. Elle apparaît au moment où vous cessez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà découvert que la vraie magie commence non pas quand vous trouvez quelque chose de nouveau, mais quand vous cessez d'essayer d'être ce que les autres attendent? Le lendemain matin, je suis retournée à la librairie. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que j'aimais l'odeur du papier neuf et la façon dont les gens se saluaient avec un regard sincère. La page enchantée était différente maintenant. Le petit carillon au-dessus de la porte ne sonnait plus comme une interruption silencieuse, mais comme un accueil. Evelyne a levé les yeux de son comptoir, son sourire s'élargissant. « Éléonore Dubois », a-t-elle appelé, en me faisant signe, comme si j'étais quelqu'un qu'elle attendait. J'ai vu une carte de vœux d'Evelyne épinglée près de la porte du magasin. Je l'ai signée, simplement de Éléonore Dubois. Pas de mamie, pas de maman, pas de madame, juste mon nom, sans aucun rôle associé. Pour la première fois, cela me semblait suffisant. On m'appelait de bien des façons. Épouse, maman, mamie, la babysitter, celle qui préparait le dîner, celle qui se souvenait de chaque anniversaire, même quand personne ne se souvenait du mien. Je ne me suis jamais plainte. Je pensais juste que j'étais peut-être née pour entretenir le feu, pour être l'arrière-plan qui aidait les autres à traverser les saisons froides, sans ressentir le froid. Je croyais autrefois que l'amour signifiait tout préparer silencieusement, sans qu'on me le demande. Comme l'arbre de Noël qui se dressait, majestueux, avant même que les enfants n'ouvrent les yeux. Comme la tarte déjà au four, bien que personne ne l'ait demandé. Comme l'argent que j'ai retiré de mon fonds de retraite et que j'ai donné à David quand il a perdu son travail. Pas de facture, pas de reçu. Juste une mère faisant ce que les mères font. Je m'étais habituée à ne pas être invitée, mais à toujours me présenter, apportant tout avec moi. La nourriture, les cadeaux, ma présence discrète. Je pensais que c'était normal, comme si ma valeur se mesurait à ce que je pouvais apporter, et non à savoir si quelqu'un me voulait encore là. Puis un jour, on a cessé de m'appeler. Non pas parce que j'étais morte, mais parce que je n'étais plus utile. Je me souviens de la dernière fois où j'ai hoché la tête à un brunch. Aucune protestation, aucun froncement de sourcils. Juste un hochement, comme si quelqu'un avait coupé le fil qui me liait au mot famille. Et je suis restée là, immobile. Ce jour-là,
j'ai réalisé que certaines choses disparaissent sans faire de bruit. Comme quand vous vous levez de table et que personne ne lève les yeux pour vous voir partir. En tant que comptable, j'ai toujours su calculer. Mais je n'ai jamais utilisé cette compétence pour additionner ce que j'avais donné à ma famille. Plus de 270 000 $, sans un seul merci. Non par amertume, juste la vérité simple et tranquille que je devais affronter. Quelqu'un m'a dit un jour, « La gentillesse n'est pas toujours appréciée, mais la dignité ne doit jamais être perdue. » J'ai déménagé dans le vieux chalet non par colère, mais pour recommencer. J'ai balayé le porche, empilé le bois de chauffage, remis en place les rideaux fanés. Je me suis assise avec Colette, une femme dont les enfants l'avaient un jour trahie. Une femme qui pensait être devenue une ombre. Mais ensemble, nous avons allumé le feu, bu du chocolat chaud et compris cette chose simple. Nous n'avions plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre allume l'étincelle. Quand David et Clarisse sont arrivés, je n'étais pas en colère. Je n'avais simplement plus peur d'être mal comprise. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas demandé pardon. Je me suis simplement assise et j'ai versé le thé. Et quand Léa m'a tendu la petite couronne qu'elle avait faite elle-même, je l'ai tenue. Non pas parce que c'était ma petite fille, mais parce que dans ses yeux, j'ai vu l'enfant que j'étais autrefois, attendant que quelqu'un lui pose une main sur l'épaule et lui dise « Tu es assez, tu as toujours été assez ». Je raconte des histoires aux enfants de La Page Enchantée, non pas parce que j'ai besoin de reconnaissance, mais parce que j'ai encore quelque chose à donner. Cette fois, non par devoir, mais parce que je le choisis. Et je raconte ces histoires sous mon propre nom. Pas de titre, pas de rôle, juste Éléonore Dubois. Et si vous entendez cette histoire, peut-être depuis un salon tranquille ou sur le chemin du retour, je veux vous demander quelque chose. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose juste pour vous, comme une vieille couverture qui gardait toute la maison au chaud pendant l'hiver, jusqu'au jour où plus personne n'a eu froid. On l'a pliée et on a oublié à quel point on comptait sur elle. Mais et si cette couverture apprenait à se nettoyer, à s'imprégner du soleil, à s'envelopper elle-même autour de ses propres épaules? Peut-être alors se sentirait-elle plus chaude que quiconque n'aurait jamais imaginé. Peut-être étiez-vous autrefois cette couverture. Et si cette histoire touche votre cœur, pensez à quelqu'un qui vous a un jour aimé, discrètement. Peut-être votre grand-mère, votre mère, ou le voisin qui vous a préparé des biscuits ce premier Noël en ville. N'attendez pas un autre hiver pour réaliser ceci. Certains cœurs ne restent que si vous vous souvenez de vous accrocher à s'accrocher. Telle était la nouvelle instruction. Il ne s'agissait pas de s'accrocher au passé, mais de saisir fermement le présent, le soi que je devenais. Les jours se transformèrent en tansemètres au chalet. Le doux murmure de la cheminée devint une berceuse familière, et le silence, autrefois un lourd manteau, ressemblait désormais à une couverture réconfortante. J'ai trouvé un rythme qui n'appartenait qu'à moi. Les matins étaient faits pour regarder la brume s'élever du lac des Grands Pins, ma tasse de café chaude dans mes mains. Les après-midi se passaient à La Page Enchantée, la librairie se remplissant non seulement d'enfants, mais aussi d'adultes curieux, attirés par la magie tranquille des histoires. Evelyne avait imprimé le panneau. Conteuse en résidence, Éléonore Dubois. Il était fièrement accroché près du coin des enfants, sous une guirlande de petits oiseaux en papier. Parfois, après le départ du dernier enfant, Evelyne et moi partagions une tasse de thé, juste pour parler. Elle me racontait ses propres luttes silencieuses, les attentes dont elle s'était débarrassée pour diriger sa chère librairie. Son honnêteté était un don rare, déballé sans prétention. Nous n'avions pas besoin de grands gestes ou de révélations dramatiques, juste une compréhension partagée. J'ai commencé à explorer les sentiers autour du chalet,
les pins poudrés de neige murmurant des secrets à mon passage. Monsieur Renaud me saluait souvent de son porche de l'autre côté de la colline, laissant parfois un petit fagot de bois de chauffage fraîchement coupé devant ma porte. Colette est passée un mardi, apportant un pot de confiture de pommes maison. Nous nous sommes assises sur la balancelle du porche, emmitouflées dans des couvertures, regardant la lumière s'estomper sur le lac gelé. « Tu sais, Éléonore, dit-elle, sa voix douce, ils essaient de te faire sentir que tu as tout perdu. Mais parfois, ce que tu perds, c'est juste le poids que tu portais. » J'ai hoché la tête, une chaleur se répandant en moi, qui n'avait rien à voir avec le chocolat chaud dans ma tasse. Ces mots ont résonné, un écho clair de la réalisation qui avait fleuri en moi. L'espace que je croyais vide était simplement prêt à être rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait. Je n'existais pas seulement, je construisais. Je construisais une nouvelle routine, de nouvelles connexions, un nouveau sens du but qui ne dépendait pas d'anciens titres ou d'obligations tacites. La petite couronne que Léa avait faite était toujours accrochée à la porte de ma chambre. Mais ce n'était plus un symbole d'absence, c'était un rappel d'un moment où une enfant, dans son innocence, avait offert une partie d'elle-même, sans aucune contrainte. Je le voyais désormais comme un point de départ, non une fin. Le froid mordant de l'hiver était toujours dans l'air, mais les jours s'allongeaient et la lumière restait plus longtemps. Les bourgeons commençaient à gonfler sur les branches devant ma fenêtre. Une promesse subtile de ce qui allait arriver. Je ne survivais pas seulement à l'hiver, j'apprenais à y prospérer, à créer ma propre chaleur. Cette nuit-là, avant que le feu ne s'éteigne, j'ai ouvert mon carnet. La page n'était plus blanche. Elle était remplie d'idées d'histoire pour les enfants et de nouvelles lignes pour moi-même. La magie ne se trouve pas dans les grands actes, mais dans le moment tranquille où l'on cesse d'essayer d'être quelqu'un d'autre. J'en ai écrit une autre. Le vrai chez soi est celui que l'on construit en soi, brique par brique, à l'abri des chaleurs empruntées. Avez-vous déjà reconnu le processus lent et progressif de la reconstruction de votre propre monde, voyant les premières tendres pousses d'un nouveau printemps émerger d'un long hiver froid? Le silence dans le chalet n'était plus vide. Il bourdonnait de la tranquille certitude de ma propre création. L'hiver avait commencé sa lente retraite, la neige autour du lac des grands pins s'adoucissant sur les bords, révélant la terre humide et sombre en dessous. Les matins, je m'asseyais près de la fenêtre, mon café chaud, regardant la fine brume s'élever de l'eau. Fantomatique, pas de précipitation frénétique, pas de liste de corvées dictée par les besoins de quelqu'un d'autre, juste le déroulement lent et délibéré d'une journée choisie par moi. À la page enchantée, le petit panneau qu'Evelyne avait placé près du coin des enfants, conteuse en résidence, Éléonore Dubois, ne semblait plus étrange. Cela ressemblait à une vérité enfin prononcée à haute voix. Les enfants, leurs visages captivés, se rassemblaient, leurs petits corps formant un cercle chaud et respirant. J'ouvrais le livre usé, les pages adoucies par d'innombrables mains, et je commençais. Ma voix, autrefois étouffée par des années d'obligations tacites, trouvait maintenant sa résonance dans l'attention ravie des petits. Je parlais de vieux arbres aux longues mémoires, de rivières qui trouvaient leur propre chemin, d'étoiles qui chuchotaient des secrets seulement à ceux qui écoutaient vraiment. Et dans leurs yeux grands et sérieux, j'ai vu quelque chose qui m'avait manqué sans que je le sache. Une appréciation pure, une acceptation simple et sincère. Un samedi, après que le dernier enfant somnolente ait été emmitouflé et emmené par ses parents, Evelyne est venue. Une théière de tisane fraîche fumant entre nous. « Tu sais, Éléonore, » dit-elle, ses propres yeux plissés au coin. « Parfois,
quand tu racontes ces histoires. On a l'impression que tu racontes ta propre histoire, sans dire un mot. J'ai souri, un sourire authentique, sans effort. Peut-être bien, Evelyne. Chaque conte, à sa manière, n'est qu'un miroir différent. Elle a hoché la tête, son regard se posant sur la fenêtre, embrassée par le givre. Il faut du courage, n'est-ce pas? Pour enfin se regarder dans ce miroir et se voir soi-même, pas seulement le reflet que les autres veulent voir. J'ai pris une lente gorgée de thé, la chaleur se répandant en moi. Il faut plus de courage pour ne pas le faire, je crois. Se laisser disparaître petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à reconnaître. Sa main a traversé la table, couvrant la mienne un instant. Une reconnaissance silencieuse. Pas de grand discours, juste le poids tranquille d'une compréhension partagée. C'était le langage que j'apprenais à parler, ici, dans cette petite librairie baignée de soleil. Mes jours au chalet s'installèrent dans un rythme. J'ai commencé un petit jardin d'herbes aromatiques d'intérieur. Des pousses vertes tendant vers la lumière hivernale. Romarin, thym, basilic, des parfums qui remplissaient la petite cuisine, non pas pour un dîner de famille, mais pour le plaisir tranquille d'entretenir la vie. Monsieur Renaud, mon voisin stoïque, continuait ses offrandes silencieuses. Une boîte d'œufs frais, une pile de bois de chauffage fendu bien rangée, laissée sur mon porche sans un coup. Une fois, j'ai trouvé un petit pot en terre cuite, contenant un seul bulbe de jonquille robuste, montrant déjà une touche de verre. Pas de mots, juste la promesse du printemps. Ce n'était pas des transactions, c'étaient des liens tissés de respect et d'observation tranquille. Je ne mesurais plus la gentillesse à quel point j'étais nécessaire, mais aux dons inattendus de présence, petits et profonds. Je pensais souvent à ce brunch, à cette froide déclaration. Les mots cassants de Clarisse, le regard détourné de David, l'innocence de Léa. Le souvenir ne piquait plus. C'était comme lire une page d'un vieux livre jeté. Les personnages étaient toujours là, poursuivant leur propre vie. Mais mon histoire avait pris un autre tournant. Je comprenais maintenant que leur rejet n'était pas un jugement de ma valeur, mais un reflet de leur propre incapacité à voir au-delà de leurs besoins immédiats. Ils s'étaient appuyés sur moi comme une fonction, non comme une personne avec un cœur battant et une vie de sacrifice, et en supposant que je viendrais toujours de toute façon. Ils avaient effacé l'espace même où j'avais besoin d'être vue. Les années silencieuses, non reconnues, les innombrables contributions invisibles. Elles étaient devenues un grand livre de valeurs insoupçonnées. Mais c'était mon grand livre maintenant, son bilan ne définissant plus mon déficit, mais mon abondance. Une abondance de résilience, de force tranquille, d'un soi enfin découvert. Un après-midi, Colette est repassée, cette fois avec un thermos de cidre chaud et un jeu de cartes usées. Le vent était plus vif ce jour-là, secouant les fenêtres du chalet, mais à l'intérieur, le feu rugissait, chaud et invitant. « Envie d'une partie, Éléonore ?» a-t-elle demandé les yeux pétillants. Nous avons joué au rami pendant des heures, les cartes claquant doucement contre la table en bois, les seuls sons étant le crépitement du feu et nos éclats de rire occasionnels et discrets. Nous avons parlé de vieux films, partagé des souvenirs de bals de lycée, raconté des anecdotes amusantes de notre jeunesse. Nous n'avons pas parlé de nos enfants. Nous n'avons pas parlé des trahisons passées. Il n'y en avait pas besoin. C'était simplement la joie de deux femmes, patinées par la vie, trouvant réconfort et force dans la compagnie de l'autre. « Tu sais, » dit Colette ramassant les cartes, « mon fils, il ne comprend toujours pas. Il pense que je suis juste têtue à vivre ici. Mais je lui dis, mon fils, l'entêtement, c'est juste de savoir ce que tu veux quand tout le monde veut te dire ce que tu devrais vouloir. » J'ai hoché la tête
une affirmation silencieuse. L'entêtement, ai-je réalisé, pouvait être une forme de grâce, un refus de se rapetisser, une décision de s'épanouir. La couronne que Léa avait faite était toujours accrochée à la porte de ma chambre. Je la regardais souvent. Elle était fragile, un peu de travers, mais elle était réelle. Et dans son imperfection, je voyais le reflet de mon propre chemin. J'avais autrefois cherché la perfection, dans mes rôles, dans mes dons, dans mes attentes tacites. J'avais aspiré à une photo de famille impeccable, à un récit fluide, ininterrompu. Mais la vie, comme la couronne de Léa, était désordonnée et belle dans sa pure honnêteté. La visite de David et Clarisse, les silences gênés, le sourire tranquille de Léa, c'était un chapitre qui se refermait, non pas avec colère, mais avec une compréhension silencieuse, que nos chemins étaient simplement différents maintenant. Je n'étais plus celle qui attendait au bord de la route, espérant qu'il ferait demi-tour. J'étais celle qui marchait en avant, choisissant sa propre direction. Je n'avais plus besoin de leur invitation à Noël, car j'avais trouvé ma propre célébration. Chaque jour, mon vieux carnet, celui qui ne contenait autrefois que des écritures financières, était maintenant rempli d'histoires, d'observations et de vœux silencieux. J'ai écrit sur la force trouvée dans le silence, la magie des petits moments, la liberté profonde d'être simplement soi-même. Je ne faisais plus le compte de ce que j'avais donné, mais de la valeur de ce que j'avais gagné. La maîtrise de soi, la paix et la capacité d'entendre enfin ma propre voix. C'était mon véritable héritage, durement acquis et profondément chéri. Le printemps viendrait bientôt au lac des Grands Pinces, faisant fondre les dernières neiges, rendant la terre sombre à nouveau verte. Et je serais là, prête pour cela, prête à regarder les bourgeons éclore, à sentir le soleil réchauffer ma peau, à raconter des histoires, à cultiver mon jardin, à simplement être. Je croyais autrefois que l'amour signifiait le sacrifice. Maintenant, je sais que le véritable amour signifie se tenir à soi-même, même quand tous les autres ont lâché prise. Quand vous cessez enfin d'attendre que quelqu'un d'autre voie votre valeur, trouvez-vous que le monde rétrécit ou qu'il s'agrandit infiniment? Partagez leur histoire dans les commentaires. Votre voix compte plus que vous ne l'imaginez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits de force tranquille et de débuts